Ce shiur est dédié à la Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Sassi Smila Bar Zaiza Zechrono Livracha. Aujourd'hui, nous sommes quelques jours avant Hanouka. Mitzvah très importante. On va faire le Hallel. Pendant 8 jours, on va dire le Hallel avec Bracha. C'est la seule fête où on dit tellement de fois le Hallel avec Bracha. La seule fois de l'année. C'est une fête, c'est vrai, qui est tardive dans l'histoire. C'est 264 avant l'ère commune, vulgaire, je ne sais pas comment l'appeler, d'accord. Donc c'est la dernière fête qui a été instituée par Chazal, c'est la fête de la Torah Sheba'al Peh, une fête très importante dont on parlera demain éventuellement sur tous les principes très profonds qui gèrent cette fête. Mais aujourd'hui on va parler plus de la halacha, les lois. Pour vous dire simplement que la loi elle n'est pas compliquée, il faut allumer des bougies le soir, mais la halacha dit que quelqu'un qui n'a pas d'argent, il vend sa chemise pour acheter les bougies. Donc c'est une mitzvah très très importante. Il y a du Pirsum Menissa, on va publier le miracle que Dieu a fait. Donc, il faut faire ce mitzvah comme il faut. De plus, le Talmud dit dans traité Shabbat, que c'est une sgoula. C'est un truc très bien pour avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce que nous voulons de mieux dans notre vie que d'avoir des enfants qui sont des gens proches de Dieu, des gens qui connaissent la Torah de Dieu, qui la promulguent. Alors, il y a celui qui fait attention de bien allumer les bougies de Hanouka. Il a un mérite spécial d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. La mitzvah des bougies se fait pendant la première demi-heure de la nuit, c'est-à-dire dès la sortie des étoiles, qui est environ un quart d'heure après le coucher du soleil, jusqu'à une demi-heure après. C'est le temps où à l'époque les gens étaient encore dans la rue, il y avait Pirsum Menissa, il y avait une promulgation du miracle. On fait de la pub pour le miracle, tous les gens vont dans la rue, rentrent chez eux à la maison, c'est le dernier moment du soir, on peut voir les bougies de Hanouka. Aujourd'hui, ce temps est un peu extendu parce que les gens tournent dans la rue encore plus tard, mais néanmoins, il est certain qu'a priori, le temps de cette mitzvah est pendant cette demi-heure-là, qui va depuis, ici en Israël c'est très simple, c'est 5 heures toutes les années, 5 heures jusqu'à 5h30. À l'étranger, il faut prendre un calendrier, voir où on se trouve d'après le fuseau horaire, d'accord, et voir le temps du coucher du soleil, tu prends environ un quart d'heure, 20 minutes après, c'est sortie des étoiles, et tu comptes une demi-heure de ce moment-là. Cette demi-heure-là, entre sortie des étoiles et une demi-heure après, c'est le temps idéal pour allumer les bougies de Hanouka. Après, on pourra aussi allumer avec bracha toute la nuit. Avant, on ne peut pas. Les Ashkenazim, c'est vrai, certains minagim Ashkenazim le font depuis le coucher du soleil. Nous, Saradim, on va d'après la majorité qui disent que c'est d'après la sortie des étoiles. Durant cette époque-là, cette demi-heure-là, minag, coutume, et la coutume, on doit la faire, que les femmes ne font pas de travaux durs. Du genre, elles passent aspirateur, elles vont faire la lessive, elles font la lessive, elles font la vaisselle, toutes ces choses-là, on ne fait pas. Même aujourd'hui, c'est fatigant pour une femme, on ne le fait pas. Ce qu'elle peut, oui, faire, et c'est l'occasion, c'est toujours un événement un peu familial. Le mari rentre plutôt Bezrat Hashem normalement pour allumer les bougies de Hanouka. On allume les bougies, on fait un petit tour en chantant avec les enfants. Et après, pendant ce temps, la femme va et elle fait des produits lactés. C'est donc vu qu'un des miracles de la fête, un des miracles de la fête a été fait par le lait, d'accord, que Yehudit a donné à un des ennemis d'Israël beaucoup de fromage qu'il a endormi, etc. Après, il lui a coupé la tête. Donc pour se souvenir de cela, alors on fait des produits qui sont lactés aussi avec de l'huile, d'accord, parce que le miracle il est avec la petite lampe à huile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des souganiyot, traduction en français souganiyot, des beignets. C'est huileux, c'est bon, c'est doux, on le fait halavi avec un peu de lait dedans, et les enfants sont très contents. Alors, faire maintenant, pendant qu'elle met les bougies, la femme, elle prend maintenant l'huile, elle fait des soupes ganignottes comme ça, et tu reviens, il fait froid dehors et c'est bon chaud, ça fait partie de la fête de Hanouka. Surtout aussi qu'on a l'habitude de donner des cadeaux aux enfants, c'est pas leur pépé, leur papa qui descend. Vous savez que... Je sais pas si c'est vrai. Hein. Toutes les fêtes des chrétiens, c'est vraiment en parenthèse, ça vient de chez nous. À part les fêtes qui parlent de la fin des temps. Alors, ils ont Hanouka, c'est Noël. Ils ont Purim, c'est Mardi Gras. Ils ont Pessah, c'est Pâques. Pâques, c'est Pâques, Rachid dit en français ancien. Pâques, c'est des pas, faire un pas. Et Pessah, c'est pas que Dieu a fait un pas au-dessus des maisons. C'est vraiment le même nom. Pâques, c'est le nom Pessah, d'accord? Pentecôte, c'est Shavuot.
Maintenant, les autres fêtes que nous avons qui concernent la fin des temps, ça commence depuis l'exil qui amène jusqu'à la fin des temps. C'est marqué que le Mashiach, il est né le jour de la destruction du temple. C'est le début de l'époque messianique qui commence à la destruction du temple. Donc Tisha B'Av, Rosh Hashanah, on parle de la fin des temps, que Dieu va se dévoiler. Yom Kippour et Sukkot, ils n'ont pas. Parce que la fin des temps, pour les chrétiens, pour eux, c'est terminé. Maintenant, vous voyez le rapport entre Hanouka et Noël. Franchement, c'est pas mon sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être c'est un jeu de mots, c'est tout. Qui est l'héros de Hanouka? Yehuda Maccabi. Yehuda. Comment on dit Yehuda en français? Tous les Yehuda, juifs comme ça, ils sont appelés? Ils sont appelés, non, pas Judas, tu as peut-être connu un français qu'on appelle Judas. Tous les Yehuda, comment ils appellent? Léon. Léon. Pourquoi? Parce que Yehuda, dans la bracha de Yehuda, Gour Aryeh Yehuda. Sa bracha, Gour Aryeh, c'est le petit du lion. Le lion, tous les lions, c'est Léon, d'accord? Tous les Yehuda sont le Maharal de Prague. Morenu Harav, Liva, Maharal, le Maharal, c'est l'acrostiche, rachito de Morenu Harav, notre maître, le Rav, Liva. Liva, c'est Léon, d'accord? Son vrai nom, c'était Yehuda, mais Liva en polonais, Liva, c'est Léon, c'est le loup, d'accord? Ok, Léon. Maintenant, chez les chrétiens, on lit à l'envers. Lis Léon à l'envers. Noël. Papa Noël. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça tombe environ au même moment. Ils auront aussi des cadeaux. Donc, nous aussi, on donne des cadeaux. Enfin, pas eux aussi donnent des cadeaux, comme nous, on donne aux enfants des cadeaux. C'est pas là qu'on a le droit de faire les bénis même pendant la demi-heure. C'est une melacha qui est donc un travail difficile est interdit. Mais faire les beignets comme ça à l'huile, il n'y a aucun problème. Donc, première chose, pendant l'allumage, pendant cette période d'une demi-heure, les femmes ne vont pas faire de travaux durs. Chaque fois qu'on a une fête, il y a une mitzvah de faire un repas. Shabbat, il y a 3 repas. Yom Tov, il y a des repas. Pessah, c'est le soir de la Gada. Chaque fois qu'il y a, on s'appelle une Seudat Mitzvah, un repas de mitzvah. Il faut le faire, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on mange, d'habitude, c'est marqué dans les livres de mystiques juifs qu'une partie de l'énergie qu'on reçoit part dans le côté négatif. C'est comme ça, Dieu a créé le bien et le mal. Le mal, il se nourrit aussi de ce que nous faisons. La seule fois où toute l'énergie de la nourriture, l'énergie spirituelle, chaque nourriture a une charge spirituelle, tu ne te nourris pas que de matière, tu te nourris aussi de spiritualité qu'il y a dans les aliments. Cette spiritualité, elle va t'en est complètement bénéficiaire, sans donner un petit bout aux forces négatives, lorsque c'est une Seudat Mitzvah. Seuda de Mitzvah, le repas de Shabbat, etc. Par exemple, il y avait un grand rave, Maram Lublin. Lui, il voulait manger que pour la mitzvah. Comment il faisait? Chaque fois avant d'aller manger, il faisait un Siyum Masechet. Il finissait un traité du Talmud. Nous, ça nous prend une année pour finir un traité. Mais lui, il finissait comme ça en quelques heures. Il finissait un traité du Talmud. Et on fait une grande fête quand on finit un traité du Talmud. La Seuda, le repas qu'on fait, c'est une Seudat Mitzvah. Pour que tout passe dans la Kedusha, dans la sainteté, et rien passe au côté négatif. Les repas de Hanouka. Il y a une mitzvah de faire des repas plus opulents, plus riches à Hanouka. Est-ce que sont considérés comme des repas de mitzvah, oui ou non? Non. Mais il y a un truc pour les rendre, oui, sous la de mitzvah. Quand on a la conjonction de deux choses, c'est un repas de Hanouka qui est plus riche, plus on va faire des shirot tishbarot, c'est-à-dire des louanges à Dieu, des miracles qu'il a fait. On verra demain quand on parle de Hanouka. Hanouka, en fait, c'est l'inauguration de la pérennité d'Israël durant l'exil. On allume les petites bougies de la lumière d'Israël dans l'obscurité. C'est l'inauguration Hanouka, c'est la pérennité d'Israël, le fait qu'Am Israël est encore Am Israël, ça a été institué à Hanouka. Donc, quand on parle de la grandeur des miracles que Dieu a fait durant toute l'histoire, et spécialement en ce jour de Hanouka, et on parle de fait de Hanouka, on fait des livrets Torah, des paroles Torah, alors ça devient un Seudat Mitzvah. Donc, ça vaut la peine de rendre facilement ces repas de Hanouka des repas de mitzvah. Attention, il est interdit de faire un repas dans la demi-heure qui est avant l'allumage des bougies. Chaque fois qu'on a une grande mitzvah, on a peur que si tu commences à faire quelque chose qui dure d'habitude du temps, tu vas rater la mitzvah. Il y a 3 choses qui seront interdites dans cette demi-heure qui est avant l'allumage des bougies. Commence à étudier. Si tu es déjà en train d'étudier, tu peux continuer. Mais si tu commences à étudier, tu ne peux pas. Parce que quand on étudie, on sait bien qu'on se plonge là. Donc les gens qui savent bien étudier, ils plongent et ne s'en relèvent plus. D'accord? Hamovadia, Avodia Yosef. D'accord? Une fois, 2 histoires avec lui. Une fois, quelqu'un le voit tout à coup dans une bibliothèque, il est monté comme ça sur l'échelle, il prend un livre, il s'installe comme ça sur un pied, il commence à lire. C'était vers 9h du soir. Il revient le lendemain matin à 7h du matin, il le voit dans la même pose, comme ça, en train de lire. Une autre histoire, toujours,
Hamoumad, une fois, donc, il écrit ses réponses de ça. Du coup, il a besoin d'un livre. Il monte vite sur une échelle. Il a des dizaines de milliers de livres chez lui. Il monte vite sur une échelle pour prendre un livre. Il voit une réponse et il part directement de l'échelle, du haut de l'échelle, pour aller dans la réponse. Évidemment, il a oublié qu'il était au-dessus de l'échelle. Et il s'est cassé la jambe. Le Rav Eliashiv, qui est le plus grand rabbin ashkénaze aujourd'hui, est venu spécialement le visiter, faire Bikur Cholim, bien qu'il se déplace jamais. Le Rav Eliashiv a dit, pour un Bikur Cholim de ce type, que quelqu'un se casse la jambe par amour de la Torah, ça vaut la peine de venir. Donc on sait que les gens qui étudient la Torah, donc ils sont amenés à oublier tout. Donc interdit de se mettre à étudier la demi-heure avant l'allumage des bougies. Vous me direz alors aussi auparavant, à ce moment on ne peut jamais étudier. Donc quand tu es dans un temps qui est déjà un temps qui est proche de la mitzvah, là on t'interdit. Troisième chose, une melacha, un travail qu'on sait que ça va durer un certain temps. Aller chez le coiffeur, je ne sais pas, tu commences à construire ta table, quoi que tu fasses qui normalement qui va durer un certain temps, sera interdit la demi-heure avant l'allumage des bougies. Ce sont des 8 jours de joie, on dit le Hallel, donc grande louange à Dieu. C'est pour ça qu'on ne devra pas faire des choses qui sont tristes. Ceux qui, lo alechem lo alenu, il y aura l'anniversaire du décès d'un parent proche, ils vont à la tombe. On ne va pas à la tombe quand cette date tombe dans Hanouka. On ira ou avant ou après Hanouka à la tombe, si possible avant. C'est mieux avant, si ça n'a pas été avant, on pourra aller après. Pendant, on n'ira pas. De même, il est déconseillé d'aller sur les tombes de Tzadikim pèleriner. Ce sont des jours de joie. On ne veut pas voir de tombe durant cette période-là. Même Méron. Maintenant, la mitzvah. Quelle est la mitzvah? Donc, allumer des bougies. Allumer des bougies, la Gemara va donner trois types d'allumage. L'allumage standard, l'allumage qu'on appelle méadrine, qui est pour les gens qui recherchent à faire mieux, et méadrine, les chercheurs des chercheurs, le top niveau. Standard, mieux, top niveau. Standard, on allume une bougie par jour, par maison. Mieux, on allume une bougie par jour, par personne qui est dans la maison. Par personnage, par personne, un pour l'homme, un pour la femme, un pour les gosses, chacun qui arrive à l'âge de majorité, 12 ou 13 ans. Le mieux du mieux, méadrine, comme tout le monde fait aujourd'hui, parce que c'est pas trop compliqué de se procurer des bougies, Machlok, discussion entre les Ashkenazim et Sfaradim. Les Sfaradim, ils allument le premier jour une bougie pour toute la maison, deuxième jour 2 bougies pour toute la maison, troisième jour 3 bougies pour toute la maison, comme ça, etc. Huitième jour 8 bougies pour toute la maison. Les Ashkenazim vont faire comme ça, mais pour chaque personne de la maison. Donc s'ils ont 10 enfants, le premier jour, alors il y aura 10 menorot, 10 chandeliers, chacun va allumer une bougie, tu auras 10 bougies allumées, mais à des endroits différents. Deuxième jour, tu auras 10 fois 2 bougies. Et huitième jour, tu auras 10 fois 8 bougies. C'est très beau, parce qu'ici, les familles moyennes en Israël, elles ont... Il y en a qui ont 7, il y en a qui ont 10, 12, il y en a qui ont 15, il y en a qui ont 18. Alors tu vois sur une fenêtre, comme ça, tu as 18 chandeliers. Et le dernier jour, fois 8, ça fait comme 18 fois 8, c'est trop compliqué pour moi. Ça fait une capacité de bougie, c'est extrêmement beau. 18 fois 8, ça fait 80 18, 18. Ça fait plus. D'accord? Je n'ai pas compris quoi, c'est de la madrine, ça c'est mieux que... Alors, il y a deux façons de faire, je récapitule, il y a deux façons de faire le top. Le top, c'est, pour les Sfaradim, tu prends un chandelier et chaque jour, tu allumes une bougie supplémentaire. Un jour, premier jour, deuxième, 2, etc., etc., etc. C'est classique, ça, Non, ouais, c'est classique. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le mieux du mieux est devenu le standard de tout le monde. Mais au niveau de la halakha fixe, c'est comme ça. D'accord? Ça simplement, on va le voir tout de suite, que le mieux, c'est d'allumer de l'huile d'olive, parce que d'abord, la lumière, elle est très très limpide, celle d'olive, mais en plus, c'est avec l'huile d'olive qu'a lieu le miracle, c'est-à-dire une huile d'olive qu'il y avait dans le temple. Entre nous, faites attention d'acheter, si possible, une huile d'olive qui soit très limpide. Plus elle est limpide, plus elle fera une lumière qui est limpide. Ici, il y a beaucoup de gens qui vivent, c'est un très bon business, d'accord, de vendre de l'huile d'olive maintenant, parce que dans les grandes familles, surtout Ashkenaz qui allument donc peut-être 100 bougies par jour à un certain moment, ça fait quand même pas mal d'huile d'olive, ça coûte cher. C'est un bon business, il faut faire attention que ce soit une huile d'olive qui soit bien pure, comme ça la lumière, elle est limpide, c'est important qu'elle soit limpide. Donc, il n'y a pas trop longtemps, ici en Israël, il y avait une très grande pauvreté, et c'était pas du tout évident de trouver même des gens qui faisaient le normal, donc une bougie par jour. Donc aujourd'hui, tu me dis, chacun allume, ok, mais si on veut faire vraiment bien, mais ça coûte déjà assez cher. Au Hachem, aujourd'hui, on peut dire, malgré qu'il y a une pauvreté, il y a comme une certaine opulence, et le commun des Juifs font tous le top du top, qui est allumer une bougie premier jour, 2 bougies deuxième jour, troisième jour, etc., comme ça. Pour les Sfaradim, un chandelier par maison.
pour les Ashkenazim, un chandelier par personne majeure de la maison. Majeure, c'est l'obligation, tous les enfants se bagarrent pour eux aussi vers le chandelier, donc on leur laisse aussi allumer leur propre chandelier eux-mêmes, d'accord? Sans la bracha. La bracha. L'huile d'olive qui est vendue à cet usage-là, elle est produite où? Elle est produite en Israël principalement, ou est-ce qu'elle vient de l'étranger? Il y a de tout. Il y a de, les Arabes en produisent aussi. Ah ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'interdit sur... Non, on peut venir de... Il n'y a aucun problème, on peut venir de partout. L'huile de porc. C'est une question, l'huile de porc. Je lis par l'huile d'olive. Bon, attention, pour que la mitzvah soit valable, le mieux c'est avec l'huile d'olive, n'est-ce pas? C'est valable aussi avec des bougies de paraffine, etc. Mais le mieux c'est franchement avec l'huile d'olive. Maintenant, il y a un danger. Il faut acheter un chandelier avec petite fiole d'huile d'olive. Il ne faut pas prendre une assiette dans laquelle je vais maintenant mettre beaucoup d'huile et mettre plusieurs mèches. Plusieurs mèches dans une seule assiette, c'est même pas une bougie ça s'appelle une torche, ça vaut rien du tout. Donc faire attention, il faut une fiole égale une bougie. Il faut une mèche par fiole et tout cela égale une bougie. Où est-ce qu'on place les bougies? Le mieux, d'après la halakha simple, d'accord, il faut la mettre entre 3 tfachim. Tfach, c'est un point. C'est combien un point? Il y en a qui disent que c'est 8 cm, Abraham Naé. Razonné, je dis c'est 9,6 cm. On va dire grosso modo 9 cm, d'accord, entre 8 et 9,6. Il faut la mettre entre 3 tfachim et entre 10 tfachim. Entre 3 et 10 tfachim. D'accord? Donc une grandeur qui va varier, on varie grosso modo entre 25, 30 et 90 cm du sol de la maison. On ne parle pas maintenant de l'endroit où est le chandelier, de l'endroit où est la flamme du chandelier. Donc il faut que les flammes soient, si possible, entre, on va dire, 30 cm et 96 cm du sol. C'est-à-dire que sur un rebord de fenêtre qui est là, c'est pas bon. Je te dis, ça c'est le mieux possible. La fenêtre, on va voir tout de suite, parce que la fenêtre, on compte depuis en bas. Donc, je te dis maintenant, le mieux si tu n'as pas de fenêtre. Si tu es à la maison, tu es à Paris, tu es en France, tu es dans un gratte-ciel de 20 étages, un HLM, donc tu allumes entre 30 et 96 cm du sol de la maison. Ça, c'est d'après la loi simple. Au-dessus de cette hauteur-là, c'est valable. Mais valable, bediavad, ça veut dire a posteriori. Le mieux, c'est, comme je dis, moins de 96 cm du sol. Le mieux du mieux, d'après la mystique juive, on parle de certaines, chaque point correspond à certaines sphères, on allume à la 7e sphère. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc, au 7, faut compter 7 points. Alors, qu'est-ce que c'est? Ou bien c'est 7 fois 8 cm, ou 7 fois 9,6 cm. Ça dépend d'après qui on veut aller. Ça sera le top niveau d'allumer les bougies, que la flamme soit exactement à 7 fois un point. Point égale 8 cm ou 9,6 cm. Maintenant, si ça, c'est dans le cas où on est à la maison et on n'a pas le choix de faire autre part. Deuxième option, c'est de mettre ou à la porte ou à la fenêtre pour faire du Pirsou Menissa. C'est le but grand de la mitzvah, c'est Pirsou Menissa, c'est-à-dire publier le miracle, faire de la pub. Alors quand on est chez soi à la maison, c'est de la pub, mais pour nous, c'est en circuit fermé. On va faire une grande pub, donc il faut faire cela devant le public, ça peut être les voisins à la porte, ou bien ça peut être vers l'extérieur. Alors, à l'extérieur, c'est valable que dans le cas où la flamme sera moins de 20 coudées du sol. C'est combien de coudées? On ira d'après l'avis de Abraham Naé, 49 cm. Donc combien ça fait 20 fois 49 cm? Ça nous fait 9,6 mètres. Il faut prendre un fil à plomb, 1 mètre, regardez. Si la flamme arrive plus haut que 9,6 mètres, 9,60 mètres cm du sol, on ne peut pas allumer à la fenêtre. Ça vaut rien du tout. Donc en fonction de l'étage où on habite. Exactement. Donc ça fait grosso modo 3e étage. Plus haut que 3e étage, ça ne marche pas. Quand je dis 3e étage, je parle donc rez-de-chaussée, 1er, 2e, d'accord, le 2e étage. En 2 mots, il faut calculer et voir. Le seul cas où c'est oui permis, s'il y a des bâtiments en face. Ça, le Rabban Sion, il a dit, c'est un chidouche nouveau, que si j'ai des bâtiments qui sont en face, et c'est comme ce que je fais moi personnellement, j'allume dans ma cuisine, en face j'ai des bâtiments, donc eux ils allument, nous on allume, tout le monde se fait de la pub l'un l'autre, d'accord? Donc on voit comment toutes les familles en face et toutes les familles en face, chacun allume l'un à l'autre. Bien que depuis nos fenêtres jusque dans la rue, il y a plus de 9,6 mètres. Et il y a une limite aussi au niveau des distances, ou avec les gens qui... Évidemment, s'ils sont à 1 km, ça vaut rien. Là, on n'a pas dit, mais il faut que ça soit visible. Je dirais pas plus de 100 mètres. 100 mètres, ça devient déjà presque invisible. Est-ce qu'il n'y a pas un gros risque qu'elles s'éteignent en hauteur comme ça? Il y a toujours un petit coup de vent. Si c'est au bout de 5 minutes après avoir allumé... Alors, bien sûr, il faut allumer dans des endroits où les bougies ne sont pas censées s'éteindre.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on l'allume derrière la fenêtre, c'est tout, il n'y a aucun problème. Tu as le rebord de la fenêtre, tu as la fenêtre, tu mets sur le bord de la fenêtre et ça apparaît à l'intérieur, bien sûr à l'intérieur. Maintenant, l'autre option, qui est une très bonne option aussi, si c'est possible de le faire, c'est mettre à la porte. Il faudra voir où est-ce qu'il y a plus de... Moi, personnellement, j'ai aussi la porte, j'ai la fenêtre, je fais la fenêtre parce que là-bas, j'ai plus de public qui regarde. Mais si je n'ai pas le public en face de moi, alors entre chez moi dans mon salon et à la porte, c'est mieux de faire à la porte. Alors comment on fait à la porte? C'est très compliqué. Il faut allumer du côté, mettre le candélabre, le chandelier, à gauche quand on entre. On va dire peut-être comme ça, on va dire que ça c'est la porte, ça c'est l'extérieur, ça c'est dans la maison. De ce côté de la porte, qu'est-ce qu'il y a? La mezouza. À droite quand on entre, tu as la mezouza. Tu prends, on va dire que ça c'est ça le chandelier, la caméra elle voit quelque chose? Non. Alors tourne là. On va dire que ça c'est la porte, d'accord? Ici j'ai la mezouza, ici je mets le chandelier comme ça, dans l'ouverture. Maintenant, je peux le mettre aussi comme ça, mais machma que c'est mieux comme ça. On verra qu'on est possible, c'est mieux de le mettre comme ça. Pas plus loin, là il y a un très grand danger, pas plus loin que 1 téphar, pas plus loin que 8 cm, et là c'est pas 9,6, pas plus loin que 8 cm de la porte, c'est-à-dire de l'entrée. Il y a un endroit où ça, tu as les deux poteaux et le linteau, d'accord, où ça s'arrête. De là, tu le mets à l'extérieur, pas plus de 8 cm. Si tu as mis des gens qui mettent comme ça, ils mettent, c'est pas beaucoup, j'ai mis ça de ma porte, j'ai rien fait du tout. Donc c'est à l'extérieur. Le Rav Elachi dit que tu peux rallumer avec bracha. Tu n'as rien fait du tout. Il ne faut pas que on le met à l'extérieur de la porte, mais dans les 8 cm proches de la porte. Parce qu'il n'y a aucune différence si j'ai mis à 9 cm ou j'ai mis dans la rue. C'est pas à l'intérieur de la maison qu'il faut mettre? Tu peux mettre, comme je dis, dans ton salon. Le mieux, c'est comme je t'explique maintenant. C'est bien ce que je te dis. D'accord? Tu as l'entrée, tu le mets à l'extérieur de l'entrée, dans les 8 cm. Même si on habite dans un pavillon, il y a du vent. Alors, je te dis, maintenant, si justement le fait d'avoir la porte ouverte va faire qu'il y aura du vent, alors c'est un problème. Que font les intelligents, ici en Israël? Ils achètent un bocal. Il y a des bocals prévus à cet effet, des bocaux prévus à cet effet, dans lesquels tu mets du blanc, c'est très très joli, comme ça, doré, avec de belles décorations. Tu mets comme ça, tu poses sur tu prends un tabouret, tu mets la bonne hauteur d'environ 70 cm du sol, un peu moins, 60 cm du sol, tu le mets comme ça. Maintenant, comment on allume? Premier jour, on va allumer cette bougie-là. Deuxième, on allume celle-là en premier, et après celle-là. Troisième, celle-là, 1, 2, 3. Quatrième, 1, 2, 3, 4, etc. Chaque jour, on se rapproche du poteau, de la porte. Maintenant, si en plus, quand on rentre dans la maison, on porte un talit de katane, alors on fait 3 mitzvot à la fois. Il est marqué Achut HaMeshulash Lo Bimra Inatek, le fil qui est fait de 3 fils triangulaires, d'accord? Un triple fil, pas rapidement, il se défait. On fait 3 mitzvot à la fois. Tzitzit, Mezouza et le nerf de Hanouka. Par contre, on ne les voit pas donc. Ça gêne Sinon, pas. on a l'intérieur. Tu laisses la... Alors, d'abord tu allumes, tu vois, c'est pas fait pour toi, c'est fait pour l'extérieur. Alors après, ou tu fermes la porte, ou tu laisses ouvert la porte. Il y en a qui laissent ouvert la porte. Maintenant, les bocaux, attention, il y a un problème, très grand problème. Comme on verra ultérieurement si on a le temps, il y a une discussion dans la Gemara. Qu'est-ce qui fait la mitzvah de Hanouka? Le fait d'avoir les bougies allumées ou le fait d'allumer la bougie? Conséquence pratique, et la halakha, elle est fixée comme ça, que c'est le fait d'allumer. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'allume à un endroit, après je le mets à un autre endroit? J'allume par exemple, un endroit j'allume par terre. Par terre, c'est pas valable, parce qu'il faut que ce soit au moins 30 cm du sol. Et après, je le mets à la bonne place, c'est pas valable. Bien que les bougies soient à la bonne place, la mitzvah, elle est faite précisément par l'allumage. Donc, il faut allumer au bon endroit. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment d'huile pour que ça tienne une demi-heure. Si maintenant j'ai allumé, il n'y avait pas suffisamment d'huile, le truc que je vois maintenant qu'il manque de l'huile, je rajoute de l'huile, je n'ai pas fait la mitzvah. Il faut que quand j'allume, parce que la mitzvah c'est allumer, j'allume pour qu'il y ait une demi-heure. J'allume au bon endroit. J'allume aussi de façon à ce que ça puisse rester allumé. Si j'allume maintenant, il y a du vent, et hop, j'ai allumé, après 5 minutes, ça s'est éteint. Mais c'était évident qu'en 5 minutes, c'est déjà un miracle, ça a tenu 5 minutes, tu n'as pas fait la mitzvah, parce que tu as allumé dans un endroit où ça ne pouvait pas tenir une demi-heure. Si j'allumais à un endroit normal, et un enfant est passé d'un coup de pied, il a fait tout le candélabre est tombé par terre, ok, j'ai fait la mitzvah. Le candélabre, il faut acheter un autre, d'accord, c'est tout cassé, c'est des fioles d'huile. Il faut tout racheter. Mais la mitzvah, elle a été faite. Il y a eu un ouragan tout qui est passé, je ne sais pas quoi, le fils qui est venu, il a éteint mes bougies, qu'est-ce que vous voulez?
Tout cela est valable, vu que j'ai allumé un endroit où c'était censé rester allumé. Il y a un problème avec ceux qui allument avec les bocaux, ils allument à l'extérieur où il y a du vent, le bocal, il protège. Mais il y a un problème, comment ils font pour allumer? Ils soulèvent le couvercle du bocal, et il y a du vent, et ils allument, mais tout juste ça arrive à allumer malgré le vent. Après ils ferment, Baruch Hashem, maintenant que j'ai fermé, ça tient bon. Ils n'ont pas fait la mitzvah. Parce que la mitzvah a été faite lorsque le bocal était ouvert. Or, avec un bocal ouvert, ça s'éteignait normalement. À moins que ça reste allumé, mais s'il pleut par exemple à l'extérieur, il pleut des trompes, d'accord? Lui, il va comme ça avec un bocal, il ouvre, il allume rapidement, et hop, il referme. Est-ce que les bougies auraient tenu le coup pendant une demi-heure? Non, avec une pluie pareille, elles auraient été éteintes. Il n'a pas fait la mitzvah. Et est très content de voir les belles bougies allumées. La mitzvah n'est pas faite. La mitzvah, elle est dans l'allumage des bougies. Donc faire très attention à cela. Pardon, en quoi là c'était pas bon? Quand il a ouvert le bocal pour allumer, le bocal ouvert laisse pénétrer le vent et l'eau. Oui, mais il a réussi à les allumer. Oui, mais si j'avais laissé maintenant allumer comme ça, au bout de 5 minutes, ça se serait éteint. Donc l'allumage des bougies doit se faire sur des bougies qui peuvent rester allumées une demi-heure. La mitzvah est d'allumer une bougie qui va rester allumée pendant une demi-heure, normalement. Même si c'est après 5 minutes. Si normalement elle pouvait rester allumée une demi-heure, la mitzvah a été faite. Si elle ne pouvait pas normalement rester allumée une demi-heure, bien qu'elle ait été restée allumée pendant 5 minutes, la mitzvah n'est pas faite. Si elle pouvait rester allumée pendant une demi-heure, et il y a eu une chose qui était imprévisible, et ça s'est éteint, la mitzvah a été faite. Mais si c'était prévisible que c'était réel, la mitzvah n'est pas faite. Et si c'est produit quelque chose d'imprévisible, alors, il n'est pas obligé de rallumer. C'est bien, si on veut, de rallumer sans bracha. C'est juste bien. C'est plus sympathique de voir les lumières, mais c'est de même du sympathique, d'accord? C'est pas beaucoup plus que cela. C'est pour la bonne ambiance. Comme on verra que la mitzvah, c'est une demi-heure. Après, tu peux éteindre. Et personne ne va éteindre des bougies. On est content que toute la soirée, comme ça, les bougies, il y a une très grande gdousha, sainteté dans les bougies. Il y a une mitzvah de regarder les bougies de Hanouka. Il y a une très, on n'a pas le droit, comme on verra. Je vous le dis tout de suite, il est interdit de profiter de la lumière des bougies. C'est une lumière tellement haute, c'est la lumière du Mashiach, c'est une lumière très très haute qui se dévoile, la lumière de la Torah, et c'est une lumière qui est kodesh, qui est sainte. Tu ne peux pas utiliser la sainteté pour tes fins propres. Donc pas question de commencer à aller compter ses dollars devant, ou même étudier la Torah. Servir pour allumer autre chose? Non, en aucun cas. Il y a une discussion qu'on peut allumer une bougie d'une bougie, c'est aussi une grande discussion, d'accord? Donc en aucun cas on peut utiliser la lumière des bougies. C'est pour cela qu'est-ce qu'on fait? On met ce qu'on appelle le shamash. Le shamash, on allume une lumière supplémentaire. Que en cas où par malheur il arrivait qu'on a profité de la lumière, alors on a profité d'une lumière. De toute façon, on aurait pu profiter sans les bougies de Hanouka. On aurait pu profiter de la lumière parce qu'on a mis une lumière en plus qui, elle est une lumière profane. On allume une lumière profane en plus pour qu'en cas où, par malheur, on a profité de la lumière, alors on dira, je ne vais pas profiter maintenant de cette lumière de sainteté parce que aussi sans lumière de sainteté, sans lumière de Hanouka, j'ai vu suffisamment de lumière par la bougie en plus pour m'illuminer, pour lire, pour compter mes dollars. C'est pour ça qu'on allume une lumière supplémentaire. Pourquoi on l'allume? Pour justement éviter que par malheur, on profite de la lumière de sainteté. Donc cette lumière est une lumière très très sainte, il y a une grande mitzvah de les regarder. Pendant la demi-heure de mitzvah, après il n'y a plus de mitzvah. Néanmoins, on aime bien laisser les bougies comme ça, toute la nuit si possible. C'est très agréable de voir dans toutes les maisons ici, c'est illuminé, partout tu vois, il fait froid dehors, il fait tout noir, et tu vois, c'est vraiment un grand Pessoumeni dans le monde entier, comme ça, le miracle de Dieu qui a fait que la pérennité d'Israël continue, le miracle que le peuple d'Israël existe encore dans l'obscurité. Notre petite bougie de rien du tout, elle a réussi à vaincre l'obscurité de 2000 ans d'exil. On avance dans les halachot. Combien il faut de personnes pour le mettre à la fenêtre? On va y arriver. Comment 2 personnes? Même si tu as une personne en face, c'est bon, tu as fait Pessoumeni ça. Attends, tu verras où tu as plus. Est-ce que j'ai plus de voisins ou j'ai plus de personnes en face à la fenêtre? Tu iras d'après la majorité. Si tu as le choix. C'est pareil. Moi, j'habite dans une allée où il y a 6 pavillons juifs. Alors c'est mieux de mettre à la porte. À la porte, c'est qu'il y ait quelque chose de mieux. La porte, c'est mieux de le mettre à la porte. Puis, tu mets à l'extérieur de ta porte, c'est plus. Là, j'ai la porte, là, j'ai la fenêtre. À la porte. C'est mieux à la porte. À la porte. Oui. À l'extérieur. Si la mezouza et la porte sont à égal Pirsouméné, sa promulgation du miracle, mieux vaut mettre à la porte à la gauche de façon à ce que ça ne s'éteint pas. Il faut acheter un bocal approprié. Comment on fait pour allumer alors avec le bocal? Alors on fait en sorte, il y en a qui ont des longues bougies comme ça, avec un tout petit trou qui est prévu à cet effet, et qui reste, et qui ne va pas éteindre les bougies. Avec la petite, cette longue bougie, tu vas et tu hein, pour l'oxygène, etc. Par le trou d'oxygène, tu vas et tu allumes les bougies. On a l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka à la synagogue, avant, avec bracha.
Mais il ne faut pas croire qu'on est rendu quitte. Personne n'est rendu quitte par ces bougies de Hanouka. Même celui qui les allume, il doit rallumer chez lui avec bracha. Simplement, il ne fera pas tous les brachot, il fera que la bracha de la Dlikner Hanouka. Après Mincha, On fait entre Mincha et Arvit. Il sera pas juste et chez quand il rentre entre les deux à la maison. Oui. On va voir quand on fait Arvit, ça dépend des minagim. Il fera pas juste chez Réel, non? Alors, je répète, si maintenant il rentre à la maison, celui qui a allumé à la synagogue, il fait les 3 brachot. Le premier jour, 2 brachot après. Quels sont les brachot? Je dis maintenant rapidement. Tout le monde à la maison, normalement, premier jour, font 3 brachot. La Dlikner Hanouka, la Dlikner Hanouka, où il y a une autre, on est Shel Hanouka, nous on fait, voilà, ça dépend des Nusraot, chacun fera d'après son sidour. Deuxième, Shassanessim Lavotenu Baimim Haim Bazmanzeh, qui a fait des miracles à nos ancêtres à cette époque-là, dans ces jours-ci. Troisième, qu'on fera que le premier jour, ou les autres jours sans oublier le premier jour. Chez Chayan, qui nous a fait vivre, exister et perdurer jusqu'à ce jour. Après les autres jours, on fait que les 2 premières brachot, on fait plus chez Chayan. Celui qui a eu les bougies de Hanouka le premier jour à la Bet Knesset, à la synagogue, fera les 3 brachot. Il rentre à la maison. S'il est tout seul, il fait que la première bracha, l'adlik allumée. S'il a d'autres personnes de sa famille qui n'étaient pas à la synagogue, donc n'ont pas allumé, alors il leur fera, même s'ils sont à la synagogue, s'il a d'autres personnes de la famille, il fera les 3 brachot pour les gens de la famille. Les 3. Ah, et sinon, il fera seulement une. Pardon? Sinon, il fera seulement une chez lui. Exactement. Où est-ce qu'on met la menorah à la synagogue? On la met au sud, sur le mur sud. Pourquoi? Parce que au temple aussi, la menorah se trouvait au sud. Dans le saint, il y avait au nord la table des pains, au sud la menorah, le grand candélabre de 7 branches. Nous, on a un candélabre de 8 branches à Hanouka. Mais il y a un rapport entre notre candélabre et le candélabre de Hanouka. Donc on a allumé les bougies. Elle est dans le sud aussi? Non, la Shrena est au Maharav. L'ouest. Elle est à l'est. La Shrena est à l'est, pas à l'ouest. C'est bien de mettre au sud de la synagogue, et c'est bien aussi de le mettre comme elle était dans le Saint des Saints. Elle était dans le Saint, pardon. La menorah, elle était entre côté nord et côté sud. Elle était du côté sud. Le Saint, on va dire que ça c'est le Saint. Là-bas tu as le Saint des Saints. Tu avais au centre l'encensoir d'or. À droite, c'est-à-dire côté nord, tu avais la table des pains. À gauche, la menorah. La menorah, elle était comme ça. Côté nord, sud. Là-bas c'était l'est. Là-bas c'est, l'est, l'ouest. D'accord? Le côté le Maravi, il était là-bas. Le mur de lamentation. Donc nous aussi, on mettra la synagogue, si possible, la menorah, côté nord-sud, sur le côté sud, le mur sud de la synagogue. Donc chez nous, ici, ça sera comme ça. Comme je viens de faire maintenant, on le mettra de côté près du Haron Kodesh, on mettra comme ça, où je me tiens là-bas, on met la menorah, hop, ça tient comme ça, côté nord-sud. Non, côté nord, pardon. Ça fait est-ouest, non? Nord-sud. Ok? Bah nous on prie vers l'ouest, non? Non, vers le sud, on prie. Vers le sud? On prie toujours, les gens se trompent, parce qu'en France, on prie vers Jérusalem, c'est donc à l'est de la France. Mais par exemple, les juifs irakiens, ils prient vers l'ouest. Tout le monde prie vers le temple. Nous qui sommes ici, côté nord du temple, on prie vers le sud. À Hebron, ils prient côté nord. Tous prient vers le temple. C'est très important, on peut prier vers le temple, parce que Oui. Là, on n'est pas très loin du temple où j'habite, et on ne prie pas, on n'est pas dans la direction du temple. La majorité des synagogues en France sont complètement pris à désorientés, des côtés complètement faux. D'accord? C'est complètement absurde. Tu vois des gens qui prient tous les côtés. Et le Rabben Sion Abachouri, il autorise, si tu pries d'un côté et tu te rends compte au milieu de la prière que tu pries du mauvais côté, tu peux te tourner comme ça, tu sautes pieds joints, tac, et tu te remets du bon côté. Tellement c'est important. Et si on prie dans la mauvaise direction, alors la tefila... Elle marche, ça, tout fonctionne, mais on peut faire... On prend une carte, on prend une boussole, on se rend ça noir, regarde, c'est pas compliqué. Avec le soleil, tu regardes le soleil, tu sais où tu es dans la carte dans le monde, tu prends où est le soleil, terminé. Encore faut-il qu'il y ait du soleil. C'est vrai. Ça avait des fois des séminaires, on ne savait pas, donc on priait au pifomètre. Et puis on s'est rendu compte qu'on a pris du mauvais côté le lendemain matin, d'accord? Ça arrive très souvent. Ok. Ça c'était pour la menorah de la Bet Knesset. À la maison, on le met, peu importe les points cardinaux, on le met à l'endroit où il y aura du Pesoumenissa, de la promulgation du miracle. Qui allume les bougies?
Donc le maître de famille allumera les bougies. S'il n'est pas présent, sa femme allumera pour lui, c'est valable. Et il est impératif que ou la femme ou l'homme allumeront donc la bougie, la première bougie qui est la bougie essentielle. Celles qu'on rajoute après font partie de Hidour, c'est le mieux, c'est pour faire mieux. On pourra donner aux enfants de la famille, s'ils sont déjà arrivés à âge d'éducation, c'est-à-dire plus de 6 ou 7 ans, ils pourront allumer les bougies supplémentaires. Si un petit enfant de moins de 6-7 ans qui va allumer, il pleure beaucoup, on lui donnera comme cadeau d'allumer la bougie, le shamash, qui en fait est une lumière profane. Il n'y a pas de mitzvah là-dedans, si ce n'est pour, comme j'ai expliqué auparavant, pour pas qu'on profite des bougies de Hanouka. Donc, si un petit enfant veut absolument allumer une bougie, il allumera la bougie profane. Les autres bougies devront impérativement être allumées par des gens qui sont arrivés à l'âge d'éducation. Et la première bougie devra impérativement être allumée par quelqu'un qui est arrivé à l'âge de bar mitzvah. Donc, le maître de famille et la mère de famille. Ou quelqu'un d'autre. Parce que tous les enfants, ils allument. Oui, c'est juste. C'est juste. Ok, on a parlé du moment où il fallait allumer. Qu'est-ce qui se passe si on a raté le moment? Quelqu'un, la première demi-heure de la journée, il n'a pas pu, ni l'homme ni la femme, les deux travaillaient, il ne peut pas allumer. Alors il rentre à la maison, il allume avec bracha. Toute la nuit, on peut allumer avec bracha. Il y en a qui ne sont pas d'accord là-dessus, mais le Chacham Ovadia, il a été possèque, il a tranché qu'on peut faire la bracha toute la nuit. Néanmoins, s'il rentre à la maison, il n'y a plus personne maintenant qui va voir les bougies, ni dans la rue, ni les voisins, ni les gens de la famille, tout le monde dort, alors il ne peut pas allumer avec bracha. Il faudra qu'il réveille 2 personnes de la famille, donc qu'ils soient 3 ensemble, pour allumer qu'il y ait un minimum de Pirsum Menissa. Qu'il essaie de rentrer à la maison plus tôt que de réveiller sa femme et ses enfants, d'accord, mais s'il veut faire la bracha maintenant, il veut allumer avec bracha, il doit, et que c'est déjà tard dans la nuit, qu'il n'y a plus de gens qui passent dans la rue, qui verront les bougies, il faut qu'il y ait une promulgation du miracle. Donc si maintenant tu allumes chez toi à la maison, personne ne voit, et les gens dorment à la maison, ou déjà, même si tu mets la fenêtre, déjà c'est passé 11h du soir, c'est déjà beaucoup trop tard, on va dire. Ou que tu mets dans ton allée, plus personne ne passe, dès 10h du soir, plus personne ne passe. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas allumer avec bracha, à moins qu'il y ait 3 personnes présentes, toi inclus. Donc toi, plus 2 personnes, tu vas réveiller 2 personnes, hop, venez s'il vous plaît une seconde, ils vont venir endormir, tu allumes les bougies et ils vont aller dormir de nouveau. On conseille de venir avant pour ne pas réveiller les gens pour une mitzvah, c'est quand même un peu difficile. Et si par exemple on est coincé au bureau et qu'il vaut mieux l'allumer au bureau et pas l'allumer chez soi dans ce cas-là? Non, le bureau ça vaut rien, parce que l'obligation elle est à l'endroit où tu habites. Dans un bureau on n'en fait pas? Non, jamais. Jamais. Même la synagogue, il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Comment est-ce qu'on ose allumer une synagogue alors que personne n'habite là-bas? Vu que c'est une coutume déjà qui est rentrée, alors on le laisse. Mais du point de vue strict, on n'aurait même pas dû allumer avec bracha dans la synagogue. Seulement à la maison. Moi par exemple, je serai en séminaire à Marseille, le premier soir de Hanouka. Donc on finit le séminaire vers 5h de l'après-midi, le moment d'allumer des bougies. Après je prends l'avion, je prends un vol de nuit, j'allume où? Moi je dois allumer dans l'avion. Mais va allumer une bougie Hanouka dans l'avion, d'accord, tu te fais passer pour un terroriste, c'est terminé, tu pars 10 ans en prison. Donc pas d'allumage possible. Je rentre à 3h du matin, je vais vite aller rallumer chez moi à la maison, sans bracha. Parce que d'après certains avis, alors je vais en parler ici, c'est important ici. Donc, j'ai parlé du temps, d'accord? Le meilleur temps, c'est la première demi-heure. Ça, c'est le temps normal pour allumer. Après, toute la nuit, avec bracha, s'il y a 3 personnes qui sont là. Sinon, sans bracha. Dès que le jour se lève, on ne peut plus allumer avec bracha. Terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui n'est pas chez soi à la maison, comme c'est mon cas par exemple, ou comme c'est les élèves ici, par exemple, de la yeshiva, qui sont rendus quittes en fait par leurs parents? Personne ici peut allumer, pour lui-même, à moins qu'il soit ou un converti qui n'a pas de famille, ou un Baal Tshuva dont les parents n'allument pas, ou un Ashkenaz qui a l'obligation personnelle d'allumer. Les Sfaradim ou dont les parents allument mal, avec des petites bougies qui s'éteignent après une demi-heure, l'une sur l'autre, ils font n'importe comment. D'accord, dans tous les cas où on n'est pas rendu quitte par quelqu'un d'autre, donc on devra allumer ici. Quelqu'un qui est déjà rendu quitte par quelqu'un d'autre. Normalement, ici, quelqu'un qui habite ici et ses parents allument en France, ou vice-versa. Moi qui est en France, ma femme qui allume ici. Il y a un problème, une grande discussion des poskim aujourd'hui. Il y en a qui disent, vu que tu es rendu quitte, On va dire, tes parents maintenant, ils allument comme il faut en France, tu es rendu quitte. Moi, ma femme, elle allume comme il faut ici à la maison, je suis rendu quitte. D'autres disent, non, mais il y a un problème de simultanéité. Quand ma femme allume ici, en France, il fait encore plein jour. Pour moi, c'est pas encore Hanouka. Comment elle peut me rendre quitte alors que j'ai aucune obligation d'être rendu quitte? Tous les milliers d'élèves américains qu'on a ici dans les yeshivot, d'accord, eux, ils sont rendus quitte par leurs parents à New York. À New York, c'est encore dimanche matin. Ils sont encore en train de dormir dimanche matin, alors que eux ici, c'est dimanche soir, il faut déjà allumer. Alors comment est-ce que les parents maintenant, quand les parents vont allumer, lui déjà, c'est peut-être déjà le matin ici. Donc il y a problème de simultanéité. Là, Ben Sina Bachaoul dit, c'est pas valable.
Le Rav Ovadia Yosef, il dit c'est oui valable. Donc on est ici dans un problème assez aigu. Donc, il n'y a pas de solution de dire je pense ne pas être rendu quitte, parce que c'est pas la question seulement, s'il n'y a pas une obligation que sur la personne d'allumer, tu peux pas dire moi je ne veux pas être rendu quitte, il y a aussi que la maison allume. Et dans ton maison, d'après un certain avis, on a allumé ta maison, on a allumé une bougie dans ta maison. Donc tu ne peux pas dire moi je ne veux pas être rendu quitte. Ta maison est allumée, tu peux pas aller maintenant et rallumer. Donc moi qui reviens maintenant à 3h du matin, je ne peux pas allumer avec bracha dans ma maison. Je rallumerai, disant que d'après l'avis de Rabbi Tzadok Shaoul, je n'ai pas été rendu quitte par l'image de ma femme, je rallume mais sans la bracha. Vous allez réveiller votre femme et vos enfants? Non, sans bracha. De toute façon, je ferai sans bracha, de toute façon. Quand je rentre à la maison, toute ma famille se lève pour me dire bonjour. Non, non. C'est la loi. À 13h du matin, papa. Non. Mais non, le pro. C'est faux, si c'est le faux. premier soir, ils n'entendent pas arriver les cadeaux, vous courir, les voir. Et vous entendez. Alors c'est faux, je laisse les gens là. Je rentre en cachette, sans réveiller, Bezrat Hashem, et voilà. Une tour Eiffel en chocolat. Ok, donc on avance. Ok, la prière. La prière. Il est l'heure déjà ? 7h05. Bon, on va essayer de finir rapidement. Il y a une grande discussion, quand faire Arvit ? Parce qu'en fait, le moment où commence maintenant le temps d'Allumage des bougies, c'est donc sortie des étoiles, c'est le moment où commence le temps de faire Kriyat Shema de Arvit. Alors qu'est-ce qu'on fait en premier ? Est-ce qu'on fait Arvit ou est-ce qu'on fait lumière des bougies ? Chacun a un avantage. On a une loi dans la Torah qui dit Tadir, Venon, Tadir, Tadir Kodem. Si tu as une chose qui est fréquente et une chose qui n'est pas fréquente, la chose fréquente passe avant. Donc qu'est-ce qui est plus fréquent ? Une bougie de Hanouka ou Arvit ? Arvit. Donc on fait Arvit avant. Il y en a qui font comme ça. C'est un problème parce que tu n'allumes pas maintenant dans le moment le plus important qui est la première demi-heure. Le temps que tu as la que tu reviennes, tu as raté ton temps. Il y en a qui font comme ça, qui habitent proche, qui reviennent vite. Mais ce n'est pas le mieux du monde parce que tu rates le temps de la prière. Il y en a qui vont dire, c'est vrai que fréquent et pas fréquent, mieux vaut fréquent. Mais ici, tu as un avantage dans la bougie de Hanouka, c'est quoi ? Que tu n'as pas dans Arvit, c'est Pirsum Nissa. Promulguer le miracle. C'est une chose qui est très importante. Donc ils diront d'abord bougie de Hanouka. On a Arvit, on a Yitzhak Mitzrayim, on a. Néanmoins, ici, tu as un grand promulgation de tu allumes des bougies à l'extérieur, tu fais la synagogue. Mais là, tout le monde voit que tu allumes des bougies. Dans le monde entier, on voit que tu allumes des bougies. Comment font d'autres Faradim ? Tout simplement, ils font Arvit avant. Ils font Arvit 20 minutes avant l'allumage des bougies, qui est déjà le temps de la Shkia, c'est dès le coucher du soleil. Tu peux faire Arvit, c'est complètement permis. Le seul problème, c'est que tu n'es pas rendu quitte par Kriyat Shema. Kriyat Shema que tu as fait, tu n'es pas rendu quitte. D'après un avis, oui, d'après Rabbi Tam, oui, d'après d'autres avis, tu n'es pas rendu quitte. Donc le vrai problème, c'est quoi ? Tu peux faire comme ça, il n'y a aucun problème. Tu fais donc d'abord Arvit, ce qui passe en premier. Après, tu allumes l'allumage des bougies à la bonne heure comme il faut. Et tu as fait d'abord fréquent, après tu as fait moins fréquent. Tu rates pas le Pirsum Nissa de allumage des bougies en promulgation du miracle, tu as gagné. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas oublier de faire Kriyat Shema après. Kriyat Shema de Horaïta. Si tu as oublié, tu n'as rien fait. Parce que pour faire une Nissa des Rabbanan de Pirsum Nissa de bougie de Hanouka, tu vas oublier une Nissa de Horaïta très importante. Le Talmud dit que le temple a été détruit parce que les Juifs ne faisaient pas Kriyat Shema, Shachrit et Arvit, le matin et le soir. Tu as une mitzvah de la Torah de faire Shachrit le soir. Donc, pas oublier, après que tu as allumé les bougies de Hanouka, tu sais dans ton coin, tu fais Shema Israël de A à Z. Là, c'est la meilleure solution possible. Sinon, on prendra une des deux solutions que j'ai évoquées. Dans tous les cas, il faut quand même prier Betsibour. On ne va pas, pour l'allumage des bougies, permettre à quelqu'un de rater la Tfila Betsibour. C'est important de prier en public. Il y a aussi un cas où on verra qu'il y a un changement au niveau des prières et a priori, mieux vaut faire comme je vais dire, mais on ne va pas permettre de rater le Tzibour, c'est la veille de Shabbat. La veille de Shabbat, qu'est-ce qui se passe ? On va allumer d'abord les bougies de Hanouka et après les bougies de Shabbat. Il y a un petit problème, c'est qu'a priori, il est mieux de prier Mincha et après allumer les bougies. Pourquoi ? Parce que dans le temple, Mincha correspond au sacrifice quotidien de l'après-midi, le Korban Mincha, Tamid de Mincha. Et après, et seulement après au temple, on allumait les bougies du candélabre. Donc nous, on fait la même chose. On fait d'abord faire Mincha, après allumer les bougies de Hanouka. Or, les gens, la veille de Shabbat, comment ils font ? Ils allument les bougies de Shabbat, après ils vont à la synagogue, là-bas ils font Mincha et Arvit. C'est pas que tu fais Mincha, puis tu rentres à la maison et après tu repars pour Arvit. Tu fais quand Mincha en partant pour la synagogue. Spécialement le Shabbat de Hanouka, tout le monde part beaucoup plus tôt à la synagogue faire Mincha. Ils reviennent à la maison, allument les bougies de Hanouka, plus bougies de Shabbat, et rentrent faire Arvit, Kabbalat Shabbat, à la synagogue. C'est comme ça qu'on fait, et c'est mieux de faire ainsi.
Si quelqu'un n'aura pas de minyan pour faire mincha plus tôt, alors mieux vaut qu'il allume les bougies de Hanouka et après il va faire mincha en tzibour, en public, bien qu'il aura fait dans le sens contraire. Mieux vaut faire la prière en public dans le sens contraire que faire la prière tout seul dans le bon sens. Attention, la veille de Shabbat, il faudra mettre dans les bougies de Hanouka suffisamment d'huile pour que les bougies tiennent jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc c'est au moins 1 heure à 1 heure et quart de temps en tout. D'habitude, il suffit qu'il y ait pour une demi-heure, mais là, vu qu'on allume les bougies de Hanouka beaucoup plus tôt, donc on devra mettre beaucoup plus d'huile ou des bougies beaucoup plus grandes. Si tu as au moins une bougie qui tient, si tu as une bougie grande et des petites, tu mettras la grande bougie pour la bougie essentielle, donc celle que tu allumes en premier, qui est la bougie essentielle. Les autres, c'est pour le hidour, c'est pour le top niveau. Mais la bougie essentielle de la mitzvah, celle-là au moins qu'elle tienne jusqu'à une demi-heure après le coucher, après le lever de la nuit, après la sortie des étoiles. Si ça n'a pas tenu, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc faire attention la veille de Shabbat de mettre beaucoup d'huile ou prendre des beaucoup plus grosses bougies. Motzei Shabbat. Alors, on fait la prière de Harvit normalement, on remet à la maison, on fait l'Avdallah et directement après, on allume le plus rapidement possible les bougies de Hanouka. Celui qui peut arranger avant Shabbat déjà que les bougies soient prêtes, comme ça on ne perd pas de temps à les arranger après Shabbat, c'est mieux. Parce que c'est pas considéré comme préparer quelque chose. Avant Shabbat, j'ai dit avant Shabbat, par contre, j'ai dû allumer. Avant Shabbat, vendredi après-midi, tu prépares les bougies de samedi soir. Celle de vendredi soir, celle de samedi soir. Tu prépares déjà 2 candélabres, par exemple, où toutes les fioles sont déjà prêtes, pour que dès que tu fais l'Avdallah, tu sautes vite rapidement sur les bougies et tu les allumes. Ceux qui font Rabbeinu Tam, qui font sortir Shabbat plus tard, feront aussi le jour de Hanouka, sortir Rabbeinu Tam beaucoup plus tard, comme Shabbat beaucoup plus tard avec autant de Rabbeinu Tam, et seulement après, allumeront les bougies de Hanouka. J'ai quand même que 2-3 petites choses à vous dire encore importantes. Comme j'ai dit, la mitzvah se fait par l'allumage des bougies. C'est l'allumage qui fait la mitzvah. Maintenant, il y a un problème, c'est que quand on fait avec des des mèches flottantes par exemple, les mèches sont entourées de cire rouge ou de cire blanche, d'accord? Et quand tu allumes la mèche, quel est le combustible qui fait allumer la mèche? La cire. Bien que la mèche de cire, elle est plantée elle flotte dans une fiole d'huile, néanmoins, la mèche elle-même, elle est entourée de cire. Donc, tu fais l'allumage des bougies, qui est la mitzvah, avec de la cire. Or, on a dit que la mitzvah, bien, c'est faire de l'huile d'olive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, avant d'allumer les bougies, allumer la mèche de cire, attendre que la cire se consume. Après, tu éteins la mèche, elle va par elle-même déjà s'imbiber d'huile d'olive, et tu fais la mitzvah en allumant avec l'huile d'olive. Compris le truc? Très bien. On les allume toutes seules, les mèches, et après on les met dans l'huile, ou on met déjà le truc dans l'huile? Ça, les deux sont valables. Maintenant, autre chose aussi. Vu que la mitzvah est d'allumer, il faut que tout le monde voit bien que c'est moi qui allume la mèche et pas qu'elle s'allume tout seul. La mitzvah n'est pas que j'ai des bougies allumées, donc elles sont même allumées toutes seules, il faut que ce soit moi qui allume. C'est-à-dire qu'on devra laisser notre bougie qui allume ou notre allumette, la laisser proche de la mèche, le temps que la majorité de la mèche soit déjà en train de brûler. Pas des fois tu allumes comme ça et tu enlèves, ça prend un tout petit peu et après tout seul ça monte. C'est pas bien. La mitzvah est faite. Mais pour la faire vraiment une mitzvah de choix, on laissera l'allumette proche de la mèche pour bien montrer que c'est moi qui allume. Il faudra attendre que la majorité de la mèche soit déjà en flamme. Comme pour la menorah exactement du temps du temple. Vous pouvez juste rappeler dans quel ordre on allume de droite à gauche. Regarde, on les place de droite si à c'est à la porte, comme je dis, c'est comme ça. Si la porte elle est là, tu allumes premier jour comme ça, deuxième comme ça, troisième comme ça. Maintenant, si tu es en face de la fenêtre, je suis chez moi, ici c'est dehors, gardons la même chose. Tu allumes premier jour, donc les gens qui veulent allumer extérieur, mais si, d'accord, on va dire que je suis comme je suis chez moi, et là j'ai l'extérieur, premier jour ici, deuxième, tac, tac, troisième, tac, 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 huitième, tac, 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 tac. Toujours je vais dans ce sens. Je suis en face de la menorah, maintenant quand j'allume la menorah ici comme ça, moi je ne vais pas allumer ici, je me mets là. J'allume dans le même sens que j'ai fait. C'est exactement la même chose. Oui, le mal extérieur. Toujours tu allumeras, c'est bien simple, tu allumes comme tu écris le français ou l'anglais. D'accord? Et tu commences toujours plus tôt. C'est simple. Encore 2 petites 3 choses, on finit.
Oh. Une fois qu'on a allumé la première bougie, donc on fait les 3 brachot, on ne parle pas surtout, on allume la bougie, seulement lorsque la première bougie est allumée, on peut commencer à dire la formule qui est marquée de 36 mots, qui est marquée dans le Sidour, Anerot Alalo Kodesh, etc. On peut le dire en allumant le reste des bougies, mais pas commencer à parler avant qu'on ait allumé la bougie essentielle qui est l'essentiel de la mitzvah. Dès qu'on a allumé la première bougie, on peut commencer à dire Même le les Noussar jours de Hanouka. de Halo. Pardon? Même les jours suivants de Hanouka. Oui, absolument. On n'est pas obligé d'attendre que tout soit allumé. Exactement. Dès qu'on a allumé la première, on peut commencer déjà à dire Anerot Alalo Kodesh, etc. Il est bien de dire le Mizmor Shir Hanouka la Bidarim Chayeshem, etc. C'est un verset des Teilim qui est marqué dans les Sidurim. C'est bien, pas obligatoire, mais de le dire aussi parce qu'il parle de la Hanouka, justement, de l'inauguration du temple. Où est-ce que les Bachurim allument dans les yeshivot? Ceux qui doivent allumer, c'est que personne n'allume pour eux dans le monde. Alors, le mieux serait allumer dans les chambres. De même à l'hôtel, c'est bien de le mettre dans les chambres. Mais vu que la direction de la yeshiva interdit, de même que la direction des hôtels interdit, même si on fait en cachette, c'est interdit parce qu'on fait du vol. On n'a pas le droit d'utiliser un endroit qui n'est pas à toi, dans des conditions que les propriétaires n'acceptent pas. Ça s'appelle du vol. Donc tu prends une mitzvah maintenant, des rabbanan, de mettre des bougies en faisant du vol. Donc interdiction formelle dans les hôtels et à moins que la direction ait autorisé, et dans les yeshivot d'allumer dans les chambres. D'ailleurs, chaque année, il y a des cas d'incendie. Ici, on a une belle partie qui a une fois pris feu parce que des élèves ont quand même allumé. On allume à un autre endroit qui est valable aussi, à l'endroit où tout le monde mange. Alors, on allumera ici, à la synagogue. Ça, c'est pour la loi d'allumage de synagogue. Après, on va dans l'endroit où on mange. Et là-bas, la vraie mitzvah, c'est donc d'être rendu quitte de l'endroit où on mange. À la porte ou à l'endroit où on mange, ou à la porte de l'endroit où on mange, ou à l'endroit où on mange. Qui allumera? Quelqu'un qui n'est pas rendu quitte par quelqu'un dans le monde. Maintenant, Sardim Ashkenazim, un Ashkenaz qui veut aussi allumer, devra attendre que le Sfarad allume en premier, parce que si le Ashkenaz a déjà allumé en premier, le Sfarad ne peut plus allumer. Par contre, la réciproque n'est pas... La réciproque est le contraire. D'après le Sfarad, c'est une obligation pour la maison. Dès qu'il y a une lumière qui est allumée dans la maison, c'est terminé. La maison, elle est rendue quitte. Vient le Ashkenaz de la Yeshiva, il met sa lumière, hop, il allume, tous les Sfaradim sont cuits. D'accord? Donc c'est beaucoup plus simple que le Sfarad fasse lui en premier, et il rend quitte la maison. Le Ashkenaz, tout il doit allumer, même s'il y a plusieurs d'autres lampadaires qui sont là, il peut lui aussi allumer, et il allume après. Pour ce qui est du vol dans les hôtels, etc., c'est valable pour les bougies de Shabbat aussi? Oui. C'est un gros problème. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on allume sans bracha avec la lumière, on laisse une petite lumière allumée dans l'hôtel ou dans les toilettes, et tu dis Baruch, Asher Kedesh Amisafanu, la Dikner Shel Shabbat. Sans dire le nom de Dieu, tu allumes dans la lumière des toilettes, carrément. J'ai même vu un rave faire avec la bracha une fois. Dans les toilettes? Mais, non, il a fait à l'extérieur, il a mis la lumière des toilettes, d'accord? Nous, on fera sans la bracha, au moins on aura les bougies, d'accord? On aura une lumière allumée. L'huile et les petits lots, tout ce qu'il y a à voir avec Hanouka, tout ce qu'on utilise maintenant pour la mitzvah, sont muktzeh, sont sanctifiés. Donc on n'a pas le droit d'utiliser après cette huile pour la salade ou pour n'importe quel usage profane. Qu'est-ce qu'on va faire? À la fin de la fête, tous les enfants seraient contents, ils prennent tout le reste des petits lots et des mèches et de l'huile et ils font un beau feu. Maintenant, il y a un truc qui est pratique de faire pour ne pas devoir gaspiller beaucoup d'huile pour rien. Tu dis, quand tu mets l'huile dans la fiole, tu dis « je ne m'actse », ça veut dire que comment tu dis? Exagère pas? Non. Je ne m'engage pas à utiliser toute l'huile. Voilà, je considère que j'octroie pour la mitzvah que l'huile qui va brûler. Ouais. Que l'huile qui va brûler est octroyée pour la mitzvah. Le reste n'est pas octroyé pour la mitzvah. Comme ça que le reste de l'huile qu'il y a, tu peux déjà mettre dans la salade ou faire ce que tu veux avec. En tout cas, il n'y a pas de danger. Des fois, vient une femme de ménage, elle n'est pas au courant, elle prend toute l'huile, elle met à la poubelle, elle nettoie tout, et c'est un problème. D'accord? C'est de l'huile qui a quand même été octroyée pour la mitzvah. Donc tu feras une condition, tu diras, je mets comme condition que ne sera octroyée à la mitzvah que l'huile qui va brûler. Si on ne fait pas ça, l'huile qui reste, on devra la brûler sans en profiter. Parce que c'est une huile qui est sainte. Pas à la poubelle, tu mets pas une chose sainte, tu vas pas tu prends, tu le brûles, tu mets un peu 2-3 mèches, tu les brûles comme ça et c'est tout. Voilà. Et si un jour on a utilisé de l'huile, ça a brûlé 1 heure, on a éteint le lendemain? Oui, on peut absolument réutiliser l'huile qu'on a utilisée pour un jour pour le 2e jour. Il n'y a aucun problème. Baruch Adonai, Yoram Amen V'Amen. Hanouka Sameach.